comme quoi. On ne s'attendait pas à autant, mais c'est bien. Donc, Allez. La métaphore vive, c'est un ouvrage de Paul Ricoeur en 1975. Alors, si on regarde juste le titre d'un point de vue étymologique, métaphore vive, c'est ce qui nous, au-delà, c'est ce qui est fort, c'est ce qui nous transporte. Donc, la métaphore vive, c'est ce qui nous amène au-delà. Et vive, ça vient du latin vius, ça veut dire vivant. Donc, on n'est pas dans la sclérose, c'est une métaphore qui nous permet de pleinement vivre, voire, si on était sclérosé, de revivre. Donc, il y a quelque chose d'un peu initiatique déjà là-dedans dans le titre. Alors, c'est un ouvrage assez trapu, parce qu'il y a beaucoup de linguistique. Voilà, armez-vous de patience si vous voulez y aller, mais qui est très, très enrichissant à l'arrivée. En quoi il est intéressant? C'est parce que derrière, il va explorer la force des métaphores. Et parce que les métaphores, ça nous concerne, parce que finalement, nos symboles, très souvent, pas toujours, mais très souvent, sont des métaphores. Et si en plus ce sont des métaphores vives, c'est formidable pour nous, parce que ça veut dire que c'est transformant. Ça fait de nous quelqu'un d'autre à l'arrivée. Parce que la pensée de Ricoeur, finalement, elle est... Je ne sais pas s'il était maçon, mais en tout cas, ça nous interpelle. Quand on prête serment, bah derrière, on est dans l'identité narrative. On donne une armature à notre futur par notre serment, par nos obligations. Et c'est ça qui, dans un monde d'incertitude, où le présent se dissout au quotidien, nous, on reste constants dans les idéaux qui nous animent. Alors, pour en revenir à la métaphore, c'est en linguistique ce qu'on appelle un trope. Donc, on va dire, pour Ricoeur, c'est un trope de vérité. Un trope, c'est quoi? Un trope, c'est une figure de rhétorique par laquelle un mot ou une expression est détourné de son sens propre pour donner accès à quelque chose d'impensé. Ça nous ouvre un espace qu'on n'était pas capable d'imaginer sans ce billard à trois bandes de la métaphore. Donc ça nous fait tendre vers la vérité, à défaut de la capturer. La dernière phrase du livre de Ricoeur, ça résume un peu son propos. Je vous la cite à propos de la métaphore symbolique. C'est la dialectique la plus originaire et la plus dissimulée, celle qui règne entre l'expérience d'appartenance dans son ensemble et le pouvoir de distanciation qui ouvre l'espace de la pensée spéculative. Le pouvoir de distanciation qui ouvre l'espace de la pensée spéculative. Là, on est vraiment dans la notion de l'écart, des notions chères à François Julien. C'est par cet écart de la métaphore qu'on va pouvoir aller dans cette vraie pensée spéculative qui nous permet d'atteindre un impensé qu'on n'aurait pas atteint autrement. C'est qui François Julien? Donc François Julien, c'est un des philosophes français les plus traduits à l'étranger. Voilà, je vous invite à lire, il y a un cahier de Lerne qui résume sa pensée. Et donc il travaille beaucoup, c'est un helléniste devenu sinologue et qui travaille... Sinologue. Ouais. Donc il y a une grande ouverture en définitive de pensée, y compris vers la Chine. Il a énormément écrit de livres, je vous conseille fortement. Si vous aimez François Julien, je vous recommande son dernier ouvrage, La décoïncidence. En fait, c'est proche de la métaphore. Il nous dit que pour exister, pour vivre, on a une illusion qui est celle d'atteindre l'équilibre de l'harmonie. Et donc ça, c'est une fausse, c'est mauvais parce que là, une fois qu'on est au point, derrière, on se sclérose parce qu'on ne bouge plus. Et il y a un membre qui ne bouge plus, il meurt. Et donc comment derrière, on arrive à décoïncider, en permanence recréer de l'écart par rapport à nos certitudes, nos préjugés, nos façons de vivre, pour derrière se mettre en mouvement vers ce qui donne sens à notre vie. Bon. C'est tout à fait ce que nous faisons en ce moment. Absolument. Donc, on va aborder 3 points ensemble. D'abord, ce qui fait la singularité des métaphores. Ensuite, en quoi elles nous ouvrent de nouveaux espaces. Et enfin, en quoi elles sont vraiment vives, dans quelles conditions. Bon, d'abord, comme toujours, on est au lycée, tout démarre avec Aristote. Dans sa poétique, il souligne l'importance de la métaphore. Il dit « La métaphore, c'est le transport à une chose d'un nom qui en désigne une autre. » Autrement dit, et plus simplement, un peu plus tard par Fontanier, une bonne définition de la métaphore, c'est présenter une idée sous le signe d'une autre, plus frappante et plus connue. Donc là, on n'est pas du tout dans la comparaison, parce que la comparaison, c'est comme ceci, comme cela, comme. La métaphore, elle ne dit pas comme, elle dit ceci et cela. On est dans une logique de substitution qui va privilégier la préférence et non la contrainte. On parle de trope parce que derrière, ça permet de combler une lacune du vocabulaire et donc du pensée. Quand on dit le signe de Cambrai et l'aigle de Meaux, quand on a voilà, des expressions comme ça, le courage affamé de Péril et de gloire, la métaphore, elle ne nomme pas, elle caractérise ce qui est déjà nommé. Et la force unique de l'énoncé métaphorique, c'est son pouvoir, et ça c'est vraiment très important, de redécrire la réalité. Redécrire, c'est un travail de redescription. Ça nous permet de passer de la transition
une transition de la sémantique à l'herméneutique. L'herméneutique, c'est la science du décodage. Et donc, chez nous, on passe notre temps à essayer de décoder les symboles. On est en pleine démarche d'herméneutique. Et donc, ça nous permet, par une force, de mobiliser l'imagination. C'est pourquoi l'équivalence imaginative, derrière, elle est super forte, parce que l'imagination, c'est ce qui va vous permettre, par rapport à ce qui vous est présenté, de faire, pour reprendre les termes de Ricoeur, de faire irruption. Ça donne un écart et une force, parce que ça crée une liaison entre un moment logique et un moment sensible, entre un moment verbal et un moment non verbal. Alors, derrière, ce qui est intéressant dans la métaphore vive, c'est qu'elle rend pensable l'impensé. Bien sûr, ça peut se rapprocher quelque part de la poésie. En poésie, en anglais, on va dire que le poète, il utilise des signes qui looked at et non pas qui looked through, qui regarde devant lui et non pas à travers. Ça veut dire que le langage, au lieu d'être traversé vers la réalité, il devient lui-même un matériel de la réalité, stuff en anglais, comme le marbre pour le sculpteur. Ainsi, ça permet de lire, d'assurer la jonction entre le verbal et la plénitude imaginaire. C'est important ce qui vient d'être dit là, parce que nous avons fait venir, avant les lycées, pour démarrer là, Michel Maffezoli. Et Michel Maffezoli, pour ceux qui étaient là, rappelez-vous, dans sa vision de la société, qui est un frère qui a fait de nombreux livres, etc., il parlait que nous étions dans une époque du retour de l'impensé. Comment être capable de voir cet impensé, avoir conscience de cet impensé qui revient dans la société et qui entraîne la violence. En fait, les rites sont en grande partie contre la violence. Et redéfinissant un tout petit peu la période actuelle, d'ailleurs, il a publié un livre qui est sur les soubresauts, et on a vu comment les soubresauts sont arrivés déjà un tout petit peu, le retour de l'impensé. Et le retour de l'impensé, c'est le retour aussi de la folle du logis, dit-il. C'est-à-dire de ne pas être tout simplement que rationnel, rationaliste. Et ça, c'est une réflexion extraordinairement importante, parce que il faut lire peut-être ce livre, parce qu'il nous concerne totalement, qui s'appelle « Le Grand Orient, les lumières sont éteintes ». Il faut voir pourquoi les lumières sont éteintes, d'après lui, au Grand Orient. C'est parce qu'il y a ce retour de l'impensé, et que maintenant le Grand Orient se trouve carrément en, comment dire, en distance par rapport à la réalité, vis-à-vis de la manière dont il a construit sa doctrine et comment il est en opposition un tout petit peu avec la société. Voilà un tout petit peu pour bien montrer comment le retour de l'impensé par la métaphore, en essayant d'ajuster un tout petit peu la pensée, par une véritable recherche de vérité, comme le dit Paul Ricoeur, la métaphore peut nous aider. Ça permet d'éviter que les lumières s'éteignent, ça c'est clair. Et donc oui, ce qui est important dans la métaphore, ce qui compte, c'est comme dans le symbole, hein, c'est pas l'énigme elle-même, c'est plutôt la solution. Parce que derrière, ça, pour reprendre l'expression de Ricoeur, ça instaure une nouvelle pertinence sémantique mue par un champ inconnu dont elle porte le pressentiment. Voilà, moi j'aime beaucoup cette phrase, c'est cette notion de champ inconnu qui emporte le pressentiment. Donc comment derrière, ça nous fait regarder les symboles avec cette vraie force vive. Ça détache la signification de son premier ancrage, et donc ça la libère comme forme d'un mouvement, et la transpose dans un champ nouveau, qu'elle peut informer de sa propre vertu figurative, à partir d'indications de sens qui ne sont pas des déterminations. Donc là, on n'est pas dans le dogme, on est dans l'hypothétique, et c'est ce qui en fait sa richesse. C'est en cela que derrière, certains disent que il y a une belle phrase de Beardsley, un auteur anglais, qui dit que la métaphore, c'est un poème en miniature, parce qu'elle dit quelque chose sur quelque chose. C'est une stratégie de langage qui permet d'intercepter la référence et d'abolir la réalité pour faire éclore une autre lecture de la réalité. Le poème, par définition, un autre linguiste anglais, Nayfry, qui dit, il a raison, le poème par ses métaphores, il est ni vrai ni faux, mais il est hypothétique, parce que l'hypothèse poétique, ce n'est pas l'hypothèse mathématique, c'est la proposition d'un monde sur le monde imaginatif, fictif, voire imaginal. Aussi, la suspension de la référence au réel,
ce qui est peut-être le piège du Grand Orient, c'est la condition d'accès à la référence sur le monde virtuel. Et d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas la fonction de notre rituel de susciter un autre monde qui corresponde à des possibilités autres d'exister, à des possibilités qui soient nos possibles les plus propres, donc finalement une renaissance initiatique. Dernière partie, c'est quand la métaphore, quand est-ce qu'elle devient vraiment vive, la métaphore. Alors, ce qui est important, revenons à nouveau à Aristote. Pour lui, ce qui est clé, c'est que les hommes, et ceux qui sont familiers, qui sont chevaliers kadosh, voient bien de quoi je parle, c'est l'action. Il veut présenter les hommes comme agissant en toute chose et comme en acte, pour que toute potentialité dormante d'existence, elle apparaisse enfin comme éclose, que toute capacité latente d'action devienne effective. Et c'est alors là que vraiment l'expression vive prend son sens. Finalement, si tout langage, tout symbolisme consiste, on disait tout à l'heure, à refaire la réalité, à redécrire la réalité, il n'y a pas lieu dans le langage, il n'y a pas d'endroit dans le langage où ça se montre avec plus d'évidence. C'est quand le symbolisme va transgresser ses bornes acquises pour conquérir des terres inconnues, et c'est à ce moment-là qu'on comprend bien ses ressorts. Les qualités symboliques, elles vont être vraies dans la mesure où elles sont appropriées, dans la mesure où elles opèrent, pour reprendre la belle expression de Ricoeur, un second mariage heureux entre la convenance et la nouveauté, entre l'évidence et la surprise. La métaphore, elle est au service de cette nouvelle réalité, parce que derrière, à un moment, ça nous permet d'aller de l'avant, nous-mêmes de devenir autres, d'apprendre à vivre autrement, d'être par cette forme de langage du hors de soi, qui va nous permettre de nous effacer, de mourir à cette réalité pour entrer aux confins de l'être dit sur de nouveaux aspects. C'est quelque chose, alors évidemment la philosophie nous aide là-dessus, si vous regardez Heidegger, il va faire de cette tension métaphorique la condition même de la connaissance, puisque pour citer Heidegger, la métaphore n'existe qu'à l'intérieur de la métaphysique. Métaphore, métaphysique, on est bien sur cette logique qui nous permet d'aller au-delà de ce que nous sommes. Et derrière, parce que pour lui, la métaphysique platonicienne, elle transporte l'âme du lieu visible dans le lieu invisible, tandis que la métaphore, sa nouveauté par rapport à ça, donc plutôt aristotélicienne, c'est qu'elle transporte le sens propre vers le sens figuré, et que ces deux transports vont être du même bois entre métaphysique et métaphore. Car pour reprendre la formule d'Heidegger, nous voyons beaucoup, mais nous saisissons peu. Ça, c'est vraiment beaucoup de frères pourraient dire ça devant nos symboles, parce qu'il va faire la différence entre la vue, Sicht, et la pénétration du regard, Einblick. Voilà. Et donc malheureusement, on reste très souvent au niveau de la surface du giste et pas de l'Einblick qui nous fait renaître, parce qu'à partir du moment où on est dans la vraie symbolique, toujours pour finir avec Heidegger, je cite, ça éveille une vision plus vaste et ça fait remonter la parole à partir de son origine pour faire apparaître le monde. Donc on est toujours dans cette double valence entre l'origine de la parole et là où ça nous emmène, là où c'est transformant. Donc ce que le discours symbolique il apporte au langage, c'est cette forme de renaissance. À partir du moment où on ouvre des possibles qui nous sont propres, ça ébranle le règne de l'objet pour laisser être et laisser se dire notre appartenance primordiale à un monde que nous habitons, qui nous précède et en même temps qui reçoit l'empreinte de nos œuvres. Bref, il faut restituer au mot « inventer » son double sens qui est à la fois de découvrir et de créer. Et c'est là que la métaphore symbolique, elle prend vraiment sa force, parce qu'elle devient source de vérité, parce qu'elle montre que derrière, par métaphore, elle permet de suppléer aux mots qui manquent et à la langue pour accéder à ces idées de vérité. En conclusion, ce qui nous interpelle le plus, évidemment, comme maçon dans la métaphore symbolique, c'est qu'elle vivifie le langage du rituel. C'est qu'elle inscrit l'élan de l'imagination dans un penser plus, cet optimus homo qu'appelle Aristote dans l'Éthique et Nicomaque. Donc, l'Aristote, il posait dans sa rhétorique que mettre sous les yeux, c'est signifier les choses en acte. Quand on voit derrière nous tous ces symboles, c'est signifier les choses en acte. Ce qui veut dire par là, c'est que les choses, quelque part, sont comme des actions. C'est le cas bien évidemment dans la tragédie, comme dans la légende d'Hiram, qui montre que les hommes, elle les montre, pour prendre la formule d'Aristote, comme agissant, comme en acte. Car le privilège de l'action, c'est que l'âme y est tout entier dans l'agent, comme la vision est dans le voyant, la vie dans l'âme et la contemplation dans l'esprit. Signifier l'acte, c'est alors voir les choses comme non empêchées d'advenir, les voir comme ce qui est en train d'éclore. Alors même s'il est vrai que dans nos rituels,
les métaphores, elles sont rarement vives dans le sens de Ricoeur, parce que ça va souvent être comme le soleil se couche. Voilà, dès qu'on est dans comme, on n'est plus dans la métaphore, on est dans la comparaison. Ou alors on est dans des métaphores, mais qui sont très, très classiques, presque usées, le soleil, la lune, le miroir, le bandeau, etc. Donc tout ça, on pourrait dire, mais est-ce que vraiment nos comparaisons sont vives? Pas nécessairement prises individuellement, on en parlait avec Frédéric, mais ensemble, elles forment le rituel lui-même, par contre, est une métaphore vive au global, parce que derrière, il est transformant, il nous permet de renaître, il nous permet ce que Hegel appelle cette Aufhebung, en allemand c'est le relèvement, donc c'est cette relève de la signification du sensible, pour finir avec dans les mots de Ricoeur, faire remonter la parole à partir de son origine et faire apparaître le monde. Alors le mot de la fin, il est moins souvent cité dans nos enceintes maçonniques, mais si on est dans la métaphore, pourquoi pas donner la voix à un poète et à Jim Morrison, des Doors, qui a un joli recueil de poèmes qui s'appelle Wilderness, et qui a cette belle définition, qui dit la vraie poésie, donc la vraie métaphore, la vraie poésie ne veut rien dire, elle ne fait que révéler des possibles. N'est-ce pas là la puissance de notre rituel? Merci.